bon pour la caméra, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Le dernier conseil de l'année. La secrétaire de séance, Stéphanie Potero, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Pierre Aubert. Présent. Anne Caron. Présent. Michel Guétour. Présent. Agatha Filleux. Présent. Thierry Collat. Présent. Isabelle Nédélec. Mathieu Sété. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Gilbert Quintel. Présent. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Présent. Marie-Françoise Kerbloun. Présente. Alain QF. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Évin. Présent. Catherine Mercer. Présente. Bénédicte Rollet. Présente. Stéphanie Potero présente. Céline Kéranguévin. Présente. Sophie Guillavarche. Présente. Olivier Yvain. Présent. Antoine Audouard. Présent. Denise Félep. Présente. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présente. Gwenaël Kerjean. Présent. Jérôme Jacopin. Présent. Catherine Desniel. Procuration à Gwenaël Kerjean. Et enfin Jean-Philippe Sourimont. Présent. Bien, merci. Désolé, mais on ne va pas procéder à la même chose à tous les conseils municipaux, mais je vous propose de se lever parce qu'il y a une figure qui est sur le port de mur là, qui nous a quittés il y a quelques jours, l'ancien président de la République. Et je trouve qu'il est normal, l'ancien président, même si beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu, ou peut-être que vous étiez en culotte courte, mais parce qu'il a cessé ses fonctions depuis de très nombreuses années. Il a été quand même président de la République pendant un mandat de 7 ans, et il est décédé le 2 décembre dernier, donc je vous propose que l'on solennellement félicite. Bien, merci. Bon, y a-t-il des observations sur le procès verbal du dernier conseil municipal du 19 novembre? Avant que je le passe, oui, M. Kerjean. Alors, pas d'intervention, enfin pas d'observation, mais une intervention, s'il vous plaît. Mesdames et Sur le procès verbal. Enfin, sur le. Je reviens sur le procès verbal, enfin sur le précédent conseil municipal. D'accord. Oui. Mesdames et messieurs les citoyens de l'Isère, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire. Comme le soulignait monsieur Jacopin au dernier conseil, il y a aujourd'hui plus de 6 mois, le conseil municipal s'installait. Et ce début de mandat se fait dans une situation sanitaire exécrable. Elle affecte notre quotidien, elle affecte nos relations sociales, elle affecte peut-être notre jugement. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Je me souviens de nos premiers entretiens téléphoniques, monsieur le maire Corbiot. Nous étions prêts à travailler avec vous. Méfiants, vous étiez cependant. Dès le discours d'installation, nous émettions le vœu de pouvoir travailler avec vous en harmonie, sans défiance, dans un dynamisme collectif, espérant que vous entendriez la voix des 48% d'électeurs qui se sont déplacés et qui ont voté en notre faveur. Nul besoin d'expliquer, de réexpliquer. Nul besoin d'user d'un ton condescendant. Nous savions la difficulté de rendre audible la voix d'une minorité, même confortée par ses soutiens, auprès d'une majorité installée depuis plus de 2 mandats, auprès d'une majorité sûre de sa force, auprès d'une majorité persuadée d'être sur le bon chemin, auprès d'une majorité qui ne voit pas ou ne veut pas voir les changements en cours. Oui, le CGCT régit le fonctionnement de la commune.
Oui, le CGCT est une lourdeur qui ordonne plus de 200 ans de loi. Cependant, il est permis d'observer ce qui se fait ailleurs, de se poser des questions sur sa propre pratique. Il n'est pas interdit d'écouter les citoyens et d'entendre le besoin de renouveau. De plus, comme vous le faites, l'utilisation des réseaux sociaux pour informer les citoyens est une bonne initiative. Néanmoins, la mise en place de commissions thématiques ou l'utilisation de médias plus formels pour communiquer sur les affaires de la commune vers les élus de la minorité ne sont pas interdits par le CGCT. On peut même penser qu'une volonté démocratique de transparence les encouragerait. Et c'est vrai que nous sommes pénibles, régulièrement, je dois l'admettre. En effet, nous posons des questions pendant les conseils municipaux. Nous nous intéressons aux sujets que nous découvrons souvent au dernier moment. Nous tâchons de faire preuve de curiosité intellectuelle, nous tâchons de représenter nos électeurs, nous souhaitons faire vivre la démocratie. Mais finalement, nous nous débattons, faute de pouvoir débattre. Laissez-moi maintenant m'essayer au ton condescendant. Au dernier conseil, donc, l'un de vos délégués, concluant son propos, affirme que les Guilariens ont choisi l'efficacité et le bon sens. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que le bon sens est la chose au monde à mieux partager. Descartes vous l'a enseigné. Le bon sens est davantage une affaire de point de vue. Point de vue qui s'éclaire d'ailleurs lorsqu'on enlève les œillères. Quant à l'efficacité, elle dépend de l'objectif visé. Si vous désirez traiter les dossiers le plus rapidement, vous choisissez la précipitation et vous œuvrez au sein d'un groupe restreint. Si vous souhaitez traiter les dossiers de manière durable, vous choisissez le temps de la concertation et vous mobilisez par exemple les ressources citoyennes comme nous l'aurions fait. Je me permets donc de vous proposer une reformulation de votre conclusion. Les Guilariens vont subir pendant encore 6 ans une vision restreinte conjuguée avec une exécution à la va-vite. D'un de vos adjoints, ensuite, j'entends attaque permanente et agressivité, nous désignant, nous, élus de la minorité. Amnésie, peut-être. Je vous rappelle que, lors de la commission du mois de novembre, j'ai dû hausser le ton et m'octroyer quelques instants le rôle d'un président de séance pour calmer l'agressivité et la suffisance dont usait votre groupe majoritaire. Vous n'étiez pas là. Manipulation très certainement, premier conseil municipal filmé, enfin, première fois que les interventions de votre groupe paraissent préparées. Enfantillage en tout cas, ce petit jeu est nauséabond et insupportable aux yeux des citoyens. Le jeu de la rhétorique, donc, lorsque vous, monsieur le maire, répondez à nos questions en dévitalisant l'essence. Le jeu de la rhétorique, évidemment, parce qu'il est plus facile d'esquiver une question pertinente que d'accepter le débat. Favoriser le débat n'est donc pas essentiel, mais paraître conciliant aux yeux des téléspectateurs, est-ce essentiel? Développer un environnement durable n'est donc pas essentiel, mais densifier à outrance le vocabulaire, est-ce essentiel? Tenir compte des avis contradictoires n'est donc pas essentiel, mais témoigner d'une autosatisfaction, est-ce essentiel? D'ailleurs, je ne crois pas me tromper en affirmant que le conseil municipal se félicite de votre changement de posture. En effet, pendant cette instance filmée du mois de novembre, vous avez laissé transparaître une certaine sérénité, donnant l'impression d'un apaisement. Nous espérons que cela perdure, que cela devienne votre habitude. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, moi le premier, j'en conviens, je viens de l'illustrer, j'ai pris plaisir à rédiger cette réponse. Mais nous nous laissons aller à notre instinct grégaire, majorité contre minorité. Nous nous laissons aller à flatter nos égos par des logorées ou des joutes verbales. Ces futilités nous détournent de l'enjeu majeur des prochaines années, du seul enjeu, diront certains. À des degrés divers, certes, mais nous en prenons tous conscience, l'enjeu majeur des prochaines années est celui de l'environnement. Et la question est complexe. Elle doit s'intéresser aux modes de déplacement, de production, de consommation. Elle implique d'étudier les sources d'énergie, les pollutions de l'air, de la mer, de la terre. De plus, la réflexion doit être menée aux différents échelons, individuels, local, national, mondial. Oui, nous entendons vos préoccupations, l'offre et la demande, trop chère, pas rentable, mais le fait économique ne peut plus être le seul critère. Non, nous ne pouvons plus entendre, je cite, les adjoints, les services y travaillent, lorsque les projets seront prêts, nous vous les présenterons. Nous pensons qu'une mise en perspective par la multiplication des points de vue est nécessaire. Sur Guilers, la vie associative est riche, les acteurs sont présents, les citoyens sont impliqués. Ensemble donc, mobilisons nos ressources pour relever ces défis. Mesdames et messieurs, les citoyens de Guilers, permettez-moi de formuler un vœu. Alors que la crise sanitaire rebondit sans tout à fait s'atténuer, alors que nos libertés en sont affectées, alors que les fêtes de cette fin d'année garderont une saveur particulière,
Ne perdons pas de vue les enjeux d'avenir. Participons tous à cette prise de conscience. Mobilisons-nous avec force et confiance, ensemble, pour le futur que nous voulons bâtir. Merci de m'avoir écouté. Bien. Quelqu'un veut intervenir, puisqu'on était sur le rapport du dernier conseil municipal et vous avez évoqué beaucoup de choses, monsieur Kerjean. Je ne sais même pas si je vais vous répondre. Je ne pense même pas que je vais vous répondre. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir la même chose à chaque conseil municipal. Une intervention sur des grandes litanies, que nous on est les mauvais et que vous êtes les meilleurs. Bon, soit, si ça vous fait plaisir de répéter, comme certains le font dans d'autres instances, se faire plaisir à s'entendre parler, surtout quand c'est filmé, que d'autres personnes peuvent l'écouter. Le dernier conseil, oui, je suis resté calme, mais peut-être que je ne resterai pas calme à tous les conseils. Je verrai bien, suivant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie encore d'essayer de vous réexpliquer comment on fonctionne, comment ça fonctionne. Et vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Sur le reste, il y a d'autres interventions sur le dernier rapport du conseil municipal? Il n'y en a pas. Donc, secrétaire de séance, dernier secrétaire de séance valide. Et donc, je fais passer le dernier rapport du conseil municipal du 19 novembre. Et pour deux personnes qui ne l'avaient pas signé auparavant, celui du mois d'octobre, du 15 octobre. Il y a Agathe Arzur et je ne sais plus, Madame Fleck, qui n'ont pas signé. Voilà, je fais passer. Alors, à savoir que dans le dernier rapport du conseil municipal, nous avions voté, rappelez-vous, sur le recrutement d'agents pour le recensement de l'INSEE en 2021. Quand on a passé au conseil municipal, on ne le savait pas, mais le recensement a été reporté en 2022. Donc voilà, on repassera donc, je pense, en fin 2021, on repassera une délibération, on annulera celle-ci, et on refera une autre. Bon, c'est pas nous qui avons décidé, c'est comme ça. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet sur les rapports du conseil municipal. Le premier, c'est le rapport d'observation des visites de la Chambre régionale des comptes, donc qui concerne la métropole. Donc on se doit de passer le rapport d'observation dans toutes les communes. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2121-29, vu l'article 243-8 du Code des juridictions financières, vu la délibération numéro 121 du septembre 2020 du Conseil de métropole de Brest, vu le courrier de la Chambre régionale des comptes, considérant qu'il appartient au maire de chaque commune de l'EPCI de présenter le rapport et que l'Assemblée en prenne acte, la Chambre régionale des comptes de Bretagne a examiné la gestion de la métropole de Brest à compter de l'exercice 2014 et suivant. Il a donné lieu à un rapport d'observation définitif qui a été notifié le 2 septembre 2020 au président de la métropole et présenté au Conseil de la métropole le 17 septembre 2020. Le Code de juridiction financière dispose que le rapport définitif et sa réponse adressée au président d'un établissement de coopération intercommunale sont transmis aux maires des communes membres par la Chambre. Il inscrit à l'ordre du jour le plus proche conseil. Bon, ici on n'a pas fait de la dernière fois, on aurait dû le faire, mais enfin, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On le passe en ce dernier conseil de l'année. Donc vous avez eu le document, on vous l'a transmis, il est assez conséquent. Et donc, on va vous demander, moi ce que je vous demande, c'est de prendre acte de la communication du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes, donc observé, accompagné de la réponse écrite du président de la métropole sur les exercices 2014 et suivants. Alors, une synthèse très rapide de ce rapport. Il ne critique pas la gestion de la métropole, qui est globalement saine,
il fait état de 3 points, et donc il stipule que la métropole aurait dû se doter d'un pacte fiscal et financier. Donc la métropole a répondu qu'elle allait mettre ça en place dans le plus bref délai, dès qu'elle pourrait. Ensuite, qu'il fallait qu'elle revoie les calculs de la dotation de solidarité communautaire, donc serait mise en œuvre pour l'avenir, et qu'il fallait aussi stipuler la mise en place de budgets annexes, notamment pour le service public industriel et commercial, notamment pour la recouvrance, le parc de Plainfeld et pour Océlopolis. Donc, et la CRC a aussi pointé quelque chose, mais que tout le monde sait, c'est que la singularité de la métropole brestoise, qui n'a pas beaucoup évolué en population depuis sa création en 1974, quand c'était démarré, c'était la communauté urbaine. Et c'est vrai que la métropole est toujours restée, la PUC faisait 8 communes, on est toujours resté à 8. La population, c'est la population interne, il y a eu un peu d'évolution. Donc eux, ils stipulent, ils mettent en avant cette singularité. Mais bon, voilà, on a été mis métropole, c'est vrai, même si on ne représentait pas les critères, on a été élu métropole. Donc voilà, la chambre régionale des comptes, voilà, stipule. Donc voilà, vous avez vu le rapport, hein, vous pouvez aller dans les détails, et puis chacun pourra après s'en faire son avis, mais voilà, globalement, ce qui a été soulevé succinctement, ce qui a été relevé par la chambre régionale des comptes. Voilà, c'est pour une information, donc il n'y a pas de voix là-dessus. Y a-t-il des questions? Oui, M. Gazan. Le président de la métropole, a dit qu'il mettait en œuvre les 2 préconisations stipulées, se doter d'un paquet fiscal financier et adopter les modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire par la réglementation. En quoi consistent ces mesures, s'il vous plaît? Les mesures de quoi? Quelles sont se doter d'un pacte fiscal et financier et adopter les modalités. C'est évoqué dedans un pacte fiscal et financier, c'est-à-dire que sur la métropole, il faudrait qu'on ait une harmonisation d'un pacte fiscal, c'est-à-dire que si on vote quelque chose au niveau de la métropole, qu'on le vote tous sous les mêmes taux et au même niveau. Bon, aujourd'hui, on n'y est pas, mais ça pourrait évoluer dans le temps. Si demain, nous n'avons plus aucun levier au sein de la ville de Guilherme, toutes les communes, c'est ce qui semble aller aujourd'hui dans le sens où on va, effectivement, ce seraient les décisions qui se feraient au sein de la métropole. Et personnellement, tant qu'on gardera des leviers, je préfère les garder. Notre souveraineté reste. Ceux qui ont construit la métropole, enfin la communauté urbaine à l'époque, se battaient pour garder leur souveraineté. Il faut garder toujours cet esprit-là. Le jour où on n'aura plus aucune décision à prendre au niveau fiscal et pacte financier, ça veut dire qu'on sera complètement, on sera un quartier brestois. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je raccourcis très vite, mais c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, moi, je reste persuadé que ça va se faire. Oui, ça va se faire. Naturellement, oui, ça va se faire. Mais essayons de garder notre souveraineté. Pas notre indépendance, c'est différent. Mais notre souveraineté pour prendre nos corps de décision et de pouvoir appuyer sur telle ou telle mesure pour pouvoir demain être autonome, je dirais autonome dans nos décisions. Voilà. Oui. Oui, j'ai une autre question. La Cour des comptes aura mené un contrôle sur la commune en février 2020. Qu'en est-il? Est-ce que ce rapport existe? Est-ce que vous pourriez communiquer sur le sujet? Alors, la Cour des comptes n'a pas contrôlé en février 2020. La Cour des comptes a stipulé qu'elle stoppait un contrôle en février 2020. Nous avons été contrôlés de 2013 à 2018 sur la gestion de la collectivité. Donc, Cour régionale des comptes, ce sont des magistrats. Tant que le contrôle est en cours, nous n'avons pas à communiquer que nous sommes sous contrôle. Par contre, le maire a obligation, quand le contrôle est fini, qu'il y a un rapport établi, de le transmettre au conseil municipal. Ça s'est passé en février 2020.
nous avons eu le courrier après c'est en février 2018 ça a commencé le contrôle, mais nous avons eu le courrier de la Cour des comptes qui a arrêté le contrôle, stipulant qu'il n'y avait aucune observation à faire, et donc voilà, ils ont stoppé le contrôle. Mais je vais rappeler quand même comment s'est passé le contrôle. Chacun le maire a été entendu séparément. Les responsables administratifs, je m'entends, directeurs généraux, et directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, ont été convoqués indépendamment pour parler de leur travail et après avoir analysé le dossier. On s'est vu plusieurs fois le vendredi soir à demander des dossiers sur telle ou telle année, sur tel ou tel truc, à répondre pour le lundi matin. Donc je peux vous dire que les services ont bossé pendant 6 mois, on était, je dirais, sous le contrôle permanent. Les associations ont été contrôlées. Par effet induit, l'Agora, les grosses structures où on donne des subventions, l'école de musique ont été contrôlées. Il y a eu les marchés publics, les subventions aux associations, les DSP. La DSP, notamment la DSP que l'on a avec People and Living. Et toutes les conventions de moyens et d'objectifs, comme je disais, pour les grosses associations. Tout a été passé au CRI, les budgets. Je peux vous dire que c'était des dossiers tous les jours, tous les matins on avait notre mail, et tous les matins ou tous les soirs on avait notre mail pour transmettre des dossiers. Bon, voilà. Le rapport, il n'y en a pas eu, c'est-à-dire tout simplement, ils n'ont pas eu d'observation, ils ont dit voilà, on arrête le contrôle. Bon, moi je suis satisfait, et c'est vrai que c'était la période où on était critiqué, vous savez, c'était la période électorale, et on avait plein de choses, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas pu transmettre les choses aux anciens, parce que normalement, c'était pas à ce mandat-ci que je devais transmettre, c'était au mandat d'avant, mais je n'ai jamais pu le faire, cause quoi, cause Covid. Voilà. Mais voilà, cette réponse, je dirais, nous a vraiment fait grand bien. Après avoir passé une période, je peux vous assurer, les services, voilà, je vous dis, parce qu'on l'a vécu en direct. Voilà, pour répondre à votre question, M. Gallon. Donc voilà, bon, c'est une information, je demande, oui. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir quand même une copie de ce courrier, s'il vous plaît? Oui, mais voilà. Écoutez, monsieur, j'avoue que c'est, vous voyez, la confiance, je dis ça, mais la confiance. Vous avez entendu le discours du début du conseil? Voilà. Monsieur le maire, s'il y a eu un courrier... J'ai pas de scrupule à vous remettre le courrier, je pourrais vous le lire, si vous voulez, au prochain conseil municipal. Il est là? Effectivement, le rapport n'est pas sur le site. Oui, je ne sais pas si c'est le rapport de la Cour des comptes. Oui. Monsieur c'est envoyé par le greffier de la section. Envoyé le 7 février 2020. Je me trompe, j'ai dit tout à l'heure 7 février. À lettre du 23 février 2018, je vous ai informé de l'engagement d'un contrôle des comptes à la gestion de la commune de Guilherme au titre de l'exercice 2013 et suivant. Donc c'était jusque là où ils se sont arrêtés. La Chambre a décidé de ne pas formuler de rapport d'observation conformément aux dispositions de l'article R243-15 du Code des juridictions financières. Donc il n'y avait rien à observation. Il y a eu la phase d'instruction, les premiers délibérés, la phase de contrat, les phases il n'y a rien eu du tout. Voilà. Moi, je peux dire. Ça tient sur 4 lignes ou 5 lignes. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais si vous voulez en faire encore des choux gras, allez-y, faites des choux gras. Je pense que vous êtes plutôt à essayer de nous déstabiliser plutôt que de la construction, comme vous l'avez évoqué au début du conseil. Allez, on continue dans ce jour. Oui. Je poursuis, si vous permettez. C'était juste par transparence que je sollicitais ce Je sais que vous n'êtes pas transparent. Mais depuis ce rapport, l'eau a coulé sous les ponts. On peut s'interroger aujourd'hui sur l'état, la santé financière de la commune.
Attendez, ici, il y a un ordre du jour. Le rapport, c'est le rapport de la Cour des comptes de la métropole. Alors, aujourd'hui, le rapport de la métropole, c'était, le premier point, c'était sur, voilà, c'était sur ce point-là qu'on devait. Vous m'avez posé une question en vous demandant, il y a eu un rapport, je vous ai lu le rapport. Maintenant, vous allez sur autre chose. Moi, je me tiens à l'ordre du jour, et on va passer au point suivant. Ça commence par, vous voyez comment ça fonctionne, et vous voyez le discours des deux côtés. Voilà. Allez, on continue. Oui. Je trouve assez regrettable qu'en cette période, certains élus autour de cette table confondent conseil municipal et café du commerce. Allez, Michel Cadeau, autorisation d'engager de mandater les dépenses en investissement. Mais on reviendra quand même sur les choses que j'entends pas. Ne vous inquiétez pas. J'y reviendrai en question diverses si vous voulez. Donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. De mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avec le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Non compris les crédits différents au remboursement de la dette, l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, hors remboursement de la dette et autorisation de programme, dans la limite des montants déterminés ci-dessous jusqu'à l'adoption du budget définitif 2021. Donc, je vous ai lu tous les chiffres. Est-ce que vous voulez qu'on les relise là, sur les 2 pages? Vous avez des questions? Alors, attends, il y a eu des questions à la commission plénière. Non, d'accord, la commission. Il y a eu un accord de la commission. Des questions là-dessus? Il n'y en a pas, donc je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Toujours Michel, l'ADN numéro 1 du Vlo Papillon. Des écritures comptables à passer avant la fin de l'exercice nous imposent d'apporter les modifications ci-dessous au budget 2020 du lotissement Poids-de-Viande. L'équilibre est réalisé au niveau des dépenses de fonctionnement uniquement par un transfert de crédit d'un chapitre à un autre. Donc les intérêts réglés à l'échéance, donc plus 600 €. Les intérêts de rattachement des ICNE, plus 314,97 €. Donc et en moins de l'achat de matériel et de l'équipement et de travaux. Donc on arrive à 0. Et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires présentées ci-dessous, donc avec un accord de la commission. Avez-vous des questions? Non. Il n'y a pas de questions sur cette décision modificative. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue l'autorisation de programme pour révision pour les crédits de paiement pour la piste d'athlétisme. Donc par dérogation au principe d'annualité budgétaire en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité peut recourir à la procédure d'autorisation du programme
procédure qui favorise la gestion pluriannuelle des investissements. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. FCTVA, subvention, emprunt, autofinancement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et peuvent être révisées à chaque année au moment du budget ou par décision modificative. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour couvrir les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de programme. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. La signature des marchés peut intervenir dès cette délibération et les crédits non utilisés une année doivent être repris l'année suivante. Considérant que toute modification est soumise à la délibération du conseil municipal, considérant que les crédits de paiement inscrits en 2020 pour la construction de la piste d'athlétisme et des vestiaires autonomes ne seront pas consommés, le maire propose au conseil municipal de modifier l'autorisation de programme de l'opération comme suit. Donc, je pense qu'on va faire les crédits de paiement. Vous avez des questions sur ceux d'avant? Donc, au budget 2020, 2 409 613,54. Donc, la DM numéro 2 du 17/9/2020, plus 21 183,96. Donc, ce qui fait un total de 2 430 797,50. Total consommé en 2020, 2 124 945,48 euros. Donc dans la DM numéro 3, annulation de crédit de paiement non utilisé, donc 305 852,02. Donc avec un financement 2020 du report d'emprunt 2019 2 millions, retour sur FCTVA 2019, sur opération 54 000, subvention régionale 72 000. Donc, crédit de paiement 2021, prévu 858 604,44. Donc, la délibération 2020 numéro 2, moins 10 661,30. Travaux réalisés en tranche 1. Total crédit 2021, 847 943,14. Donc, il s'agit des vestiaires. Nouveau crédit de paiement à inscrire en 2021, 305 852,02. Plus 5116,80. Total 2021, 1 158 911,96. Financement 2021, autofinancement 401 000 euros, STTVA 540 000 euros, subvention régionale 128 000 euros et le style 90 000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires présentées ci-dessus. Donc à la commission, il y a eu des questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui. J'aimerais savoir sur quels sont les chiffres sur lesquels on doit se baser. Est-ce que ce sont les chiffres qu'on a eus pour la réunion de préparation ou les chiffres qui sont... Oui, ils ont dû légèrement évoluer. Ah oui. Oui, parce que si vous voulez, la semaine dernière, on avait des paiements à effectuer à des entreprises, donc on les a fait passer vendredi. Donc ce qui fait que les chiffres ont évolué. Et on a préféré que les entreprises soient payées avant la fin de l'année. Donc ce sont les chiffres qui sont... C'est cela les... Voilà, et ces chiffres-là ont été réactualisés de la dernière commission, mais c'est parti de... S'ils ont été payés, ils ne sont plus, je dirais, en transfert pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout simplement des équilibres, mais effectivement, entre le moment où la commission a eu lieu jusqu'à hier, on a fait les opérations. Donc, voilà, les chiffres que vous avez aujourd'hui, ce sont les chiffres arrêtés à hier soir. Voilà. Oui. Oui. Mais sur cette décision, moi je vois deux choses. Il y avait d'une part les crédits de paiement et d'autre part les autorisations d'engagement. Alors sur la vie d'un projet comme celui-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des glissements de crédits de paiement, hein, suivant les avancées des travaux, etc. Là-dessus, il n'y a
Il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, sur les autorisations d'engagement, on nous demande encore de nous prononcer sur une augmentation de 40 000 euros, qui fait encore Vous avez vu ça? Pardon? Vous avez vu 40 000 euros? Montant. Non, c'est une annulation des crédits 2020 qu'on transfère en 2021. D'accord. C'est pas le bon document que. Non, Le document reste le même, c'est après les chiffres ont changé, mais autrement il n'y a pas eu d'augmentation du coût ni quoi que ce soit, on est même plutôt dans l'inverse, au final, on est même beaucoup même dans l'inverse, mais ça sera une autre opération quand on fera les comptes définitifs et qu'on verra devant vous au conseil municipal. avec les avenants que nous aurons eu. N'allez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation ni de dérapage sur ce dossier-là. Je revérifierai les documents qu'on nous a fournis la semaine dernière. Pour moi, Simplement, le document présenté la semaine dernière a laissé penser. Sauf qu'on l'a pas. Faut pas. D'accord, ben, on pose la question dans ce cas-là et on ne dit pas qu'on a validé 40 000 euros supplémentaires. Moi, je ne vois pas 40 000, mais enfin bon, si vous les voyez. Monsieur Aubert, j'apporte la précision. On est clair, je crois. Des deux côtés. Je ne vois pas. Bon, Ouais. Il y en a 305. non, l'annulation des crédits qui ont été reportés, comme c'est une opération de. Comment on appelle ça? Une autorisation de programme, ben, on les transfère pour l'année prochaine pour continuer à faire ce qu'on avait à faire pour la salle. Voilà. si c'est bien ça, excusez-moi pour ce. D'accord. Quelques Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Ensuite, on continue, Michel, sur mission non-valeur des créances éteintes. Donc, je vous ai expliqué ça la semaine dernière, M. Jean-René Boulic, responsable de la trésorerie de Bref Métropole, nous a fait parvenir un état pour admission non-valeur de créances. Il s'agit de loyers restants dus suite à une décision d'effacement de dette dans le cadre du dossier de surendettement d'un créancier. Le montant total s'élève à 3 000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'admettre la créance d'un montant de 3 000 euros au titre de créance éteinte. Donc l'article est de 6 542 du budget. Donc il y a eu un avis de la commission avec un accord de la commission. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions aujourd'hui. Ce qu'on nous a dit en commission, c'est que cette créance était en fait liée à la poissonnerie Coutan, donc qui a ouvert en septembre 2018 et qui a fermé en décembre 2018. Oui. Soit donc 4 mois d'activité. Donc est-ce que cette somme de 3 000 euros correspond aux 4 mois de loyer de la poissonnerie? Vous pouvez nous expliquer, je veux dire, ces 3 000 euros, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond au temps de. Nous avions, quand on a signé quand on a signé le bail, nous avions pris, comment dire, comment on appelle ça, une caution. Une caution. Et M. Coutan ne nous a pas versé de loyer, et ce qui fait que le montant du loyer se montait quand il a arrêté à 6 000 ou 6 000 quelques euros, et nous avons dû s'asseoir sur 3 000 euros. Donc voilà, dès qu'on a vu que ça prenait mal, heureusement qu'on avait pris une caution de 3 000. On ne pensait pas que il serait mis en arrêt aussi rapidement que ça, mais voilà, la première perte c'est la meilleure comme on dit, mais bon, on a perdu 3 000 dans cette affaire-là malgré tout. Mais bon, qui l'aurait pensé en démarrant septembre qu'en fin décembre ça serait fini. Voilà. Et j'aime pas que l'on cite aujourd'hui des noms
je vous donne la presse de ne pas citer, peu importe même si c'est un voyou, que je considère un voyou, mais je n'aime pas beaucoup qu'on sait qu'il y a des gens qui pourraient être, je dirais, tout simplement, des gens qui ont eu des problèmes, et puis on n'a pas cité leur nom au sein du conseil municipal. On prend acte de la... Si en commission, ça peut se dire, au conseil municipal, je reste toujours très cheval sur ce principe-là. Si stagnons surtout quand c'est des problèmes comme ça. Donc, y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Modification du tableau des effectifs, Michel. Il appartient au conseil municipal de définir et de modifier les éléments du tableau des effectifs du personnel communal. Aussi, afin de mettre en œuvre les projets communaux et d'assurer la continuité du service, il est proposé les modifications suivantes. Création d'un service de police municipale de 2 agents à temps complet. La sécurité des citoyens fait partie des engagements forts du mandat 2020-2026. Les orientations visées sont la prévention, la sécurisation des biens et des personnes par une présence régulière sur le terrain, un lien fort avec la gendarmerie et un service quotidien auprès des administrés. La police municipale, véritable police de proximité, répond à ces demandes de présence accrue sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la délinquance et également pour assurer une police quotidienne et de cadre de vie. La réponse à ce besoin de sécurité avait déjà été amorcée depuis la mise en place de dispositifs tels que les radars pédagogiques, la limitation de vitesse en centre-ville ou l'installation d'un réseau de vidéoprotection. Afin de poursuivre les efforts dans ce sens, il est nécessaire de créer un service de police municipale dont les missions seront directement liées au pouvoir de police du maire. Après avis du comité technique, il est proposé de créer et de structurer un service de police municipale composé de 2 postes à temps complet à compter du 1er février 2021 et relevant de la catégorie C dans le cadre d'emploi des agents de police municipale. Donc la deuxième création, c'est création d'un poste de directeur ou directrice de pôle relevant du cadre d'emploi des attachés. Dans le cadre d'un départ à la retraite au 1er juillet 2021 et en vue d'assurer le remplacement de la directrice du service finance, secondant par ailleurs la directrice générale des services dans ses différentes missions, il est indispensable d'assurer au mieux la passation et la pérennité de cet emploi dont l'activité principale fait partie des enjeux stratégiques de la collectivité. Afin de maintenir une politique générale d'optimisation de l'activité du service, ce poste requérant une expertise et des capacités managériales avérées, il sera ouvert aux fonctionnaires de catégorie A du cadre d'emploi des attachés territoriaux sur un temps complet. La création de ce poste est nécessaire à compter du 1er février 2021. Il sera proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs. Donc l'avis de la commission, il y avait des questions. Le groupe, elle a inscrit, le groupe de la minorité demande pourquoi les 2 demandes sont intégrées dans la même délibération. Madame Ferro précise que le conseil municipal doit se prononcer sur la modification du tableau des effectifs. Le groupe de la minorité déplore que le libellé du titre soit mal informulé car il aurait souhaité débattre sur le projet de service de police municipale. Bon, ben désolé, effectivement, dans l'intitulé de la convocation, il y a eu, c'est vrai que c'était érodé, mais sur la délibération en elle-même, c'est très clair. Donc on crée 2 postes dans le tableau des effectifs pour pouvoir demain procéder à l'embauche de 2 policiers municipaux. Et comme il y a un cadre de directeur et directrice qu'on propose, on va pouvoir le créer vu qu'il y a une personne qui va aller en retraite, et ben voilà, il faut prévoir un autre truc, quand la personne sera recrutée, on effacera l'autre, et puis voilà, c'est ça depuis la nuit des temps, c'est comme ça dans la fonction publique. Et donc voilà, c'est tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est de créer ces 2 postes et de créer le poste là. Créer sur débat sur le projet du service de police municipale. Le
municipal, vous savez, c'est très cadré. C'est pas... quand on met ça dedans, faudrait-il pas ça? Non, le poste de policier municipal, c'est sous l'autorité du maire et contrôlé par le préfet. Donc, je vais pas... on va se cantonner à des missions de policier municipal. Je rappelle, je ne suis pas pour, puisque normalement, ce sont des choses qui sont des missions de l'État, de garder la sécurité des concitoyens. Mais comme aujourd'hui, la justice ne fait pas son travail, eh ben, nous sommes amenés à... et que les gens expriment leur liberté à leur manière, que chacun veut être libre, qu'il est interdit d'interdire. À un moment, il faut réguler tout ça. Et donc, on va mettre en place une police municipale. Et on l'avait annoncé, puisque c'était déjà, depuis longtemps, je l'avais annoncé, on allait le faire. Les conditions sanitaires nous ont fait un peu reculer activer cette proposition, mais aujourd'hui, on l'a fait. Et donc, ce sera pour l'exercice 2021. On le passe en fin d'année, pour le mettre en place en 2021. Voilà, pour répondre aux questions qui ont été faites. Et encore mille excuses pour l'intitulé de la convocation. Si ça peut porter à questionnement, effectivement, c'était faute avouée, faute pardonnée. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Aurons-nous l'occasion, en commission plénière, de débattre de cette police municipale, de son fonctionnement, de son organisation, de ses missions? Je vais vous répondre. Je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est cadré, c'est justement pour ce genre de choses où je veux dire, c'est pas un fourre-tout la police municipale. C'est. Oui. Non, mais on est d'accord là-dessus, bien évidemment, que c'est cadré et que l'on fait pas ce qu'on veut, mais on sait très bien que, par exemple, il peut y avoir des policiers municipaux qui sont armés et d'autres qui ne sont pas armés. Donc ça montre bien qu'il y a, je dirais, des différences et des nuances entre les différents services de police municipaux. Donc nous, ce qu'on souhaiterait simplement, c'est pouvoir, je dirais, en discuter tranquillement pour savoir exactement quel est l'objet, je dirais, et comment va être mise en place cette police municipale et quel va être son rôle, etc. On sait que ce sont deux agents qui auront un contrat à 35 heures, mais à quel moment ils vont, je dirais, être en fonction? Est-ce qu'ils vont travailler, je dirais, de 8h à 17h, ou est-ce que ce sera particulièrement à certains horaires, etc. C'est pour pouvoir discuter sur cette mise en place, c'est tout. Alors, si vous décidez qu'il n'y a pas de sujet, et que voilà, c'est simplement on décide, on met en place, et puis après vous verrez comment ça fonctionne. C'est un mode de fonctionnement, mais c'est pas. On trouve que c'est pas un mode de fonctionnement qui est, je dirais, très correct vis-à-vis des Guilériens et des Guilériennes. Je vous laisse maître de vos propos. On n'a jamais demandé à aucun poste pour l'instant qui était créé au sein de ce conseil municipal à quelle heure ils commençaient les gens à travailler. Mais je ne sais pas pour la police municipale. Demain. Moi, je vous dis une chose. C'est sûr qu'il y aura 2 postes de policiers municipaux ouverts. Et pour l'instant, ils ne sont pas pourvus. Et quand on va faire un recrutement, il faudra qu'on envoie avec les gens, d'abord, lesquels peuvent prétendre, d'où ils vont venir. Mais le cadre, je peux vous dire, le cadre est déjà, je dirais, établi. Alors, armé ou pas armé, moi je ne veux pas aller à la surenchère. Les policiers municipaux, pour moi, ne seront pas armés. On n'est pas à Chicago, à Guilherme, quoi. Si c'est le message que vous voulez faire passer, bon, il y a d'autres communes qui le font, mais à Guilherme, on n'est pas encore à Chicago. Donc, les policiers municipaux seront là, je dirais, tout simplement, pour sécuriser nos écoles, pour des comportements délictueux au centre-ville ou ailleurs, dans les quartiers.
Et puis faire aussi du travail de communication, de reconnaissance. Voilà, c'est un peu le sens de la police municipale que je conçois. C'est pas une police municipale style milice ou l'armée jusqu'au bras. Voilà. J'en dirai pas plus. Bon, y a-t-il des questions, autres questions sur cette présentation? Parce que le poste de directeur aussi, tu vois, on peut lui demander à quelle heure il commence, à quelle heure il finit. Et tu vois, ça n'intéresse personne. Pourtant, c'est quand même cela qui nous fait mener la boutique. Bon, bref. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. L'action sociale en faveur du personnel communal. Michel. L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi du 2 février 2007, dessine les contours de l'action sociale des collectivités en faveur de leurs agents. La loi du 19 février 2007 a complété le Code général des collectivités territoriales et inséré les prestations d'action sociale dans la liste de leurs dépenses obligatoires. Juste après la rémunération des agents, l'article L. 2321-2, alinéa 4 bis du Code général des collectivités territoriales pour les communes. Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Les prestations d'action sociale à destination des agents de la ville de Villers sont encadrées par une délibération du 19 décembre 2013. Les prestations proposées visent à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles pour permettre l'évolution des prestations, nature et montant. Il est convenu que le contenu de cette délibération soit soumis chaque année au conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de revaloriser le montant des prestations versées par la commune dans le cadre de l'action sociale 2021 sur la base des prestations interministérielles 2020. Une annexe présente la synthèse des prestations sociales soumises au vote du conseil municipal. Et il y a également le bilan 2020. Donc à la commission plénière, donc il y a eu l'accord de la commission, et il était demandé si les prestations sociales relèvent du COS, ainsi que le bilan 2020, donc il est en annexe. On a le rapport des actions qui ont été menées. Le COS, c'est une chose, et nous, on est en complément sur des actions différentes. Et donc, ça a été établi avec les partenaires, puisque ça a été vu avec les agents, les représentants des agents. Et voilà, tous les gens proposent. C'était un souhait, je vous répète, de ma part, puisque il y a des agents qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient bénéficier, des actions qu'ils pouvaient bénéficier. Et donc voilà, on a mis ça en place et je veux que ça repasse au conseil pour revalorisation, si tant est qu'on fasse une revalorisation. Et pour que, rappeler aux agents, puisque comme ça, après qu'on s'est passé au conseil municipal, on leur transmet leurs droits et ce qu'ils peuvent prétendre en suivant après leurs critères. D'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, unanimité? Avant la convention de moyens d'objectifs de l'amicale laïque. Isabelle. Alors, donc la convention de moyens et d'objectifs de la section ALSH des convoyants de l'amicale laïque a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 lors du conseil municipal du 18 juin dernier. Considérant la crise sanitaire Covid-19, considérant les évolutions des conventions avec la Caisse d'allocation familiale qui entraîneront la disparition des contrats enfants-jeunesse au profit des conventions territoriales globales, et dans l'attente de précision des services de la Caisse d'allocation familiale sur les conditions, notamment financières, de cette nouvelle convention, en accord avec l'association, considérant la nécessité de sécuriser l'association sur le plan financier, un avenant jusqu'au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions est proposé. Il est demandé au conseil municipal de valider l'avenant à la convention et d'autoriser M. le maire à le signer.
Ok, merci. La commission avait vu le dossier. Il y avait la transmission de la convention. Je pense que ça a été fait. Premièrement, la commune vérifie la bonne application de la convention. Après la représentation de la mêlée au conseil d'administration, bon, voilà. Tu réponds, Isabelle? L'association, de toute façon, est. L'association, de toute façon, est vérifiée. Ouais, excusez-moi. L'association, de toute façon, est vérifiée comme toutes les autres associations, hein, avec un contrôle régulier des services, hein, soit financier et avec les documents demandés, hein, de toute façon. Donc c'est vrai qu'au niveau du conseil d'administration, voilà, on a une présence au conseil d'administration. On a une présence, mais on... Mais en aucun cas, on ne fera de l'ingérence dans l'association, voilà. de toute façon. Non, mais c'est vrai qu'il y a une place dans le conseil d'administration, nous ne le cachons pas. Moi, j'ai rien à cacher dans cette affaire-là. Le LSH, il fonctionne depuis juste. Et on a aujourd'hui notre coordinatrice jeunesse Qui est sur place. qui est, allez, on va dire, à 10 mètres du bureau de la directrice de la LSH. S'il y a des choses qui sont un problème, c'est réglé dans des choses quotidien. Ensuite, on se voit au minimum une fois par an avec, je dis bien au minimum, avec l'association. On fait le point sur la gestion, sur comment ça se passe, la participation. Enfin, on fait un état de tout des finances et on regarde les actions qui sont menées. Aujourd'hui, par principe, on n'est pas dans l'ingérence. C'est une association qui fonctionne pour moi très bien. Et donc, je n'ai pas d'ingérence à faire dans cette association-là. Et je peux vous dire que dès qu'il y a le moindre souci, on se voit, il n'y a aucun souci pour avoir voilà, moi aujourd'hui, étant que cette association fonctionne comme ça, je suis le plus heureux et on leur verse une subvention tous les ans et on sait que ça occupe quand même combien de gamins par exemple? Alors, un mercredi, ils ont une moyenne de 90 enfants. Voilà. Donc ça donne quand même un service à beaucoup de familles guinéennes et donc aujourd'hui, moi je n'ai rien à redire du fonctionnement de cette association de la Micalaï. Enfin, cette section de la Micalaï. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Information sur les modifications des critères d'attribution des places de crèche. Isabelle. Alors, les admissions au multi-accueil des petits poussins sont décidées lors d'une commission d'attribution des places de crèche qui se déroule à minimum 2 fois par an. Cette commission, composée de l'adjointe à l'éducation enfance et de la jeunesse, de la responsable opérationnelle enfance pour tous, de la directrice du multi-accueil et des techniciens petite enfance de la ville, départage les dossiers en fonction d'une grille de critères. La composition de la commission est fixée dans le contrat de concession de service public. Les critères actuels, choisis en concertation entre la ville, le gestionnaire de la structure et la caisse d'allocation familiale, ont été présentés lors du conseil municipal du 26 juin 2013. Depuis le 1er janvier 2020, l'animatrice du relais petite enfance reçoit les familles désirant inscrire leur enfant au multi-accueil dans le cadre de sa mission de guichet unique. Après un an de fonctionnement, le premier bilan fait apparaître une révision nécessaire des critères afin de les rendre plus lisibles, notamment pour les familles. Reste à changer des critères généraux essentiels pondérés par un nombre de points. Les critères sociaux, handicap, situation familiale particulière sont toujours pris en compte comme prévu dans les conventions nous liant avec la caisse d'allocation familiale. Sont modifiés ou supprimés l'antériorité à la demande permettant de départager les familles à égalité de points et supprimés. Dans un souci d'équilibrer les groupes et d'éviter des dépôts en amont de l'inscription effective de l'enfant, il est prévu que lors de la réunion de la commission, les dossiers soient départagés en fonction de la date prévue d'entrée au multi-accueil, l'âge de l'enfant. Le critère
critère de présence d'un aîné dans la structure est supprimé afin que le plus grand nombre de familles puissent bénéficier du service. Le réseau de parenté sur la commune est supprimé. Le critère d'urgence est supprimé car les dossiers d'urgence sont étudiés hors commission. Des places d'urgence sont disponibles dans la structure pour répondre aux situations exceptionnelles ou à la demande des services sociaux. Ces différentes modifications ont fait l'objet d'un échange partenarial avec le gestionnaire de la structure et la caisse d'allocation familiale. Cette nouvelle grille est insérée au règlement intérieur de la structure et sera applicable à compter du 1er janvier 2021. Dans un souci d'information des élus et de la transparence vis-à-vis des parents, ces nouveaux critères sont présentés au conseil municipal. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance de la modification des critères d'attribution des places. Et c'était une information. Ok, merci pour cette information. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y. Est-ce que vous avez le ratio en fait, entre les demandes et les dossiers acceptés? Vas-y. Le micro, hein. Oui, Ah, t'es bien. en fait, tout ça dépend en fait des départs qui peuvent avoir chaque année sur la crèche. En fait, il n'y a pas de ratio. Il y a des années, là, sur la commission d'octobre, il n'y a eu que 3 places d'attribution, justement. Et par contre, en septembre, il va y avoir une dizaine d'enfants qui va partir à l'école. Voilà, il n'y a pas de... Donc là, par exemple, 3 places pour combien de demandes? Il y avait une quinzaine de demandes, entre 10 et 15 demandes. Et dans le cas de demandes négatives, vous les réorientez vers une autre structure? Alors bien sûr, si jamais ils n'ont pas de place, ils reçoivent un courrier et on leur demande de reprendre contact avec l'animatrice du relais pour justement soit se rapprocher des assistantes maternelles ou prendre un autre mode de garde. Ok, merci. Bien, merci. Donc, voilà, c'est une information. Et ensuite, Michel, c'est sur l'information sur les locations d'engins agricoles pour les services techniques. Depuis quelques années, les agents des services techniques évoluent. Les tâches, pardon. Les agents de là-bas, la création de nouveaux bâtiments pour l'entretien des nombreux espaces verts de la commune, les agents des services techniques ressortaient le besoin d'être mieux équipés afin de répondre plus efficacement aux attentes qui leur sont faites au quotidien. Un marché à procédure adaptée MAPA a été lancé le 1er septembre 2020 sur le site d'Egalis avec une date limite de réception des offres au 29 septembre 2020 en ce sens. 2 offres ont été reçues après analyse. Il ressort que l'entreprise Sofilin propose l'offre la plus adaptée aux besoins des services. Je vous relis les références des tracteurs. Ça ira ou... Oui. Voilà. Il y a pas de questions? Merci. Bon, donc c'est une information aussi. Donc voilà, un matériel, je vois ce qui arrive. Bon. Voilà. Voilà. Donc, l'ordre du jour du conseil étant épuisé, y a-t-il des questions diverses? Oui. Oui. Et comme promis, je retente ma chance. Une question concernant... Juste avant que vous commenciez, Oui. je vais quand même vous dire que je sais de quoi vous allez parler, c'est dans vos habitudes. On a le débat d'orientation budgétaire au mois de janvier, mais je sais que vous allez remettre la même chose au mois de janvier. Alors allez-y, ça vous fait plaisir. Écoutez, monsieur le maire, effectivement, c'est une intervention à caractère financier. Je vais la faire parce que je tiens à ce que chacun soit conscient des choses que je vais dire ce soir. Les chiffres 2019 ont été publiés sur le site collectivitélocale.fr.
sur les 7 communes de Brest Métropole, 2 en particulier ont une situation difficile par rapport à la dette. On a eu un encours de la dette par habitant de 871 € à Gouinou, à Guilher de 765 € donc par habitant, et une annuité de la dette de 78 et 77 €. Donc on pourrait se dire que la situation est la même pour les 2 communes, c'est-à-dire un endettement fort. Mais si on y regarde de plus près, la CAF brute, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement brut pour Gouinou est de 845 000 €. Pour Guilher, elle est de 600 000 €. Et la capacité nette, la capacité d'autofinancement net pour Gouinou est de 450 000 € et pour Guilher de 75 000 €. Qu'est-ce que la capacité d'autofinancement net? Ça mesure la capacité de la collectivité à financer ses investissements par ses ressources propres. D'accord, donc nous avons une CAF nette par habitant de 9 €. Là où les autres communes de la métropole ont des CAF nettes de 72 à 155 €. Donc voilà, la situation est inquiétante à Guilher, on va dire dangereuse. Ça veut dire qu'elle n'a plus les moyens d'autofinancer ses investissements futurs. Alors il y a certainement plusieurs solutions, monsieur le maire, comme réduire drastiquement les investissements, c'est l'évidence même, ou augmenter la capacité d'autofinancement en augmentant les recettes de fonctionnement, par exemple, à travers l'augmentation des taux taxes foncières, comme vous l'avez fait depuis 6 années consécutives maintenant. Ou aussi en... C'est faux. Tout à fait. Il ne faut pas laisser les gens mentir, il ne faut pas laisser les gens mentir, il faut pas laisser en diminuant les dépenses de fonctionnement. C'est des effets d'annonce qui sont dangereux. Oui, des gens comme vous, ce sont des gens dangereux. Voilà. Oui. Non, mais vous avez augmenté les taux, monsieur le maire, on dit quoi comme ça. Et diminuer, vous permettez que je termine, s'il vous plaît. Non, mais moi je ne peux pas laisser les choses. À la fin, si c'est des propos diffamatoires, à la fin, je peux vous dire qu'on va vous attaquer. Autant moi je veux bien que vous citiez les chiffres, mais de raconter des choses pour faire peur à la population, pour créer des choses qui sont dans l'irréalité. Il y a un débat d'orientation budgétaire dans un mois, vous aurez tout le loisir, on aura tout le loisir d'échanger. Alors là, ce n'est pas une question que vous posez, c'est une diffamation. C'est bien une diffamation. Et ça commence à bien faire. Si c'est comme ça que vous voulez travailler et être constructif avec nous, eh bien je peux vous dire, il faudra que vous armuriez de grosses armures. Parce que moi aussi j'ai une bonne couche, je peux vous dire. Mais ça commence à bien faire de dire des propos comme ça. C'est la manière, mais on la sait votre manière. Depuis de nombreuses années, on vous connaît. Allez fouiller dans la vie des gens. Allez fouiller dans la vie des gens. Et si c'est vrai, vous allez fouiller dans la vie des gens. Vous rencontrez des bêtises et après vous trouvez. Pardon, je m'excuse. On verra bien dans notre lieu, peut-être, on verra bien dans notre lieu comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on va tenir des propos diffamatoires au sein du Conseil. Enfin bon, bref. Bon, toujours est-il. La dernière fois, vous avez tenu déjà des propos diffamatoires me concernant. Je vous rappelle, au bon entendeur. Je n'ai rien. Si. Propos diffamatoires, c'est la liberté de la presse. Ce sont les choses presse, signalées. C'est la société civile a observé des faits répréhensibles, elle les a reportés, la presse s'en est saisie. Ce ne sont pas des propos diffamatoires. Voilà, je demandais des explications, nous les avons eues. Ça s'arrête là. Ensuite, pour terminer mon propos. La liberté, c'est Non, arrête. On va pas. Non. Comment on va être accusé encore de. Pour terminer mon propos. Pour laisser. Pour terminer mon propos, s'il vous plaît, la minorité précédente n'a eu cesse de vous alerter sur le danger de l'investissement, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui est ces temps-ci très connue. Aujourd'hui, nous y sommes, le poids de la dette, il est insupportable. Donc nous tenions à ce que ceci soit clairement dit, que chacun en ait conscience, avant d'entamer les discussions sur le document d'orientation budgétaire, puisque nous savons très bien que le débat sera une nouvelle fois bridé et qu'il y aura très peu de place à l'échange d'idées. Donc voilà,
Mais peut-être que vous avez encore, monsieur le maire, des explications à fournir en toute transparence sur le niveau de la CAFNET et de l'endettement aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, ce débat, ce discours, là, le discours que vous tenez aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on a tous les ans. Tous les ans. L'année prochaine, c'est la Bérésina. L'année prochaine, c'est le grand soir. L'année prochaine, on mettra la clé sous la porte. J'entends ça depuis 12 ans. Juste pour dire aux nouveaux conseillers municipaux qui arrivent, voilà, c'est le discours que l'opposition nous tient depuis 12 ans. Et que la nouvelle opposition que l'on connaît reprend les mêmes arguments et roule. Moi, je ne regrette rien. Pendant 13 ans avant, il y a des gens qui n'ont rien fait pour la commune. Rien fait pour la commune. Oui, effectivement, on a investi beaucoup. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et rien du tout. Je le dis aujourd'hui, je peux marcher la tête haute. Aujourd'hui, même si c'est vrai, c'est dur, il faut serrer les boulons, on fait, on avance, mais ce que je fais pour la commune de Guilherme et pour les concitoyens de Guilherme, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et je pense que les plus anciens élus qui sont là aujourd'hui pourront dire enfin, je ne sais pas, comment, Alain, tu me fais signe, vas-y Alain. Alors, moi je voudrais revenir sur les investissements qui ont été faits antérieurement. Là, autour de la table, il y a pas mal de personnes qui sont dans l'associatif et qui étaient demandeurs de ces investissements. Je dis bien demandeurs. Et là, j'en vois quelques-uns qui étaient demandeurs des investissements que nous avons faits avant. Si on n'investit pas, on meurt. La commune de Guilherme, il y avait de la demande. Je parle au niveau associatif pour avoir été 12 ans dans le milieu sportif et entendre les demandes pendant 12 ans dans chaque assemblée générale, me faire lyncher dans certaines pour ne pas aller assez vite ou ne pas avoir ce qu'ils voulaient. On a réussi, je dis bien, nous avons réussi tous à trouver l'argent, à se débattre pour essayer de monter quelque chose. C'est vrai que la conjoncture actuelle, pour ce qui est de la salle d'ADT, l'argent que nous espérions, on n'a pas eu autant que ce qui était prévu. Mais dites-vous bien, c'est une demande des Guilhériens. On répond à la demande des Guilhériens. Vous citez Gouenou, c'est une commune pareille qui répond à la demande. Après, si vous ne faites rien, mais vous êtes jeté au chien. Et à chaque assemblée générale, parce que vous en faisiez tous partie, autour de la table, il y en a même qui sont venus demander des subventions. À chaque assemblée générale, vous étiez demandeur de produits sportifs. Donc, automatiquement, d'assemblée générale, je dis. Autour de la table. Tu sais aussi bien que moi, donc, pour en revenir, on était tous, vous êtes tous Guilherme, tous les assemblées générales, tout le monde était demandeur des investissements. On l'a fait. Ne rejetez pas maintenant, la commune n'est pas morte. On est loin, comme dit M. le maire, on est loin de mourir. Oui, bon, Alain, merci de ton explication, c'est vrai ce que tu viens de dire là. Mais je crois que c'est peine perdue, il ne faut pas chercher à expliquer. Moi, je sais qu'au moins toujours, je sais ce que l'État français nous a enlevé depuis 12 ans. Je le dirai. Le montant est impressionnant. Ce que l'État français, par un gouvernement dont je tairai le nom, soutenu par justement cette opposition, quand je vois ce qu'on aurait pu avoir, ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là, pour nos enfants, nos écoles, pour, je dirais, nos aînés, tout simplement pour nos associations, des leçons aujourd'hui, j'en ai plein ma claque d'entendre des gens s'entendre parler, critiquer, toujours critiquer, mais devant le mur, j'aimerais bien les voir comment ils se positionnent. Y a-t-il autre intervention de questions diverses sur autre chose? Oui. Monsieur le maire, j'aurais voulu répondre à certaines interrogations qui ont pu être émises ces derniers temps au sujet de l'action de la commune sur les dernières années concernant les projets sur le climat. Certaines personnes pensent que nous n'avons rien fait. Je pouvais faire une liste longue de ce que nous avons fait. C'est sûrement pas assez, il faut toujours aller plus loin, voire plus loin, c'est sûr. Pour revenir sur certaines actions que nous avons menées, pour rappel,
Pour information, si certaines personnes ne l'ont pas su, notamment en 2015, Basse Métropole a été lauréat de l'appel à projet TEPCV, Territoire énergie positive pour la croissance verte. En 2016, Villers a répondu, s'est portée candidate pour certaines actions, notamment l'aide financière aux particuliers pour les travaux d'économie et d'amélioration de la performance énergétique de leur logement, les travaux de rénovation de l'éclairage sur les bâtiments publics, les travaux d'économie d'énergie dans le bâtiment communal, l'éducation et l'environnement, l'organisation d'un circuit court pour la restauration collective et scolaire. Donc voilà pour certaines de ces actions. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la sensibilisation et nous avons priorisé les enfants, nos enfants, notre avenir, puisque ce sont eux qui demain devront supporter les effets du changement climatique. Nous avons privilégié nos enfants. Par diverses actions, les actions Serial Cleaner dans nos écoles, le projet Wati, qui est un projet de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, la création de jardins en lasagne, de boîtes à insectes menés sur le temps périscolaire, la journée de l'arbre, à laquelle nos services techniques mènent beaucoup d'attention pour accompagner nos enfants. En termes de travaux, nous avons beaucoup travaillé dans les écoles à l'abaissement des plafonds, à la mise en place de LED pour le confort de nos enfants et pour les économies d'énergie. Il faut aussi souligner le travail que nous avons mené sur les produits biologiques dans nos cantines. Nous avons fait aussi un grand travail sur les circuits courts dans le cadre des marchés alimentaires. Nous sommes déjà au-delà des demandes de la loi EGalim, mais nous allons continuer dans cette voie. Voilà un peu une liste non exhaustive, loin de là de tout ce que nous avons fait, mais nous pensons que nos enfants doivent être notre priorité, notre futur. Merci, monsieur. Et si je me permettrais de conclure par une seule phrase, Sophie, je suis pour une écologie de raison et non une écologie idéologique. Et tout le monde, quand on fait de l'économie de raison, on avance tous ensemble. Quand on fait de l'idéologie, on va dans le mur. Merci de ton intervention. Voilà, juste un petit ton léger pour, pour répondre un petit peu à la logorée et au long et ennuyeux discours de M. Kerjean au début de ce conseil municipal. Voilà, je me dis que tout ce qui est excessif est insignifiant et dérisoire. Et je voulais finir par une note légère. Au début du conseil municipal, nous avons rendu hommage à un ancien président de la République. Et si vous permettez, je voudrais le paraphraser un petit peu et vous dire simplement: non, monsieur Kerjean, vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Vous ne l'avez pas. Bon. D'autres questions diverses? Il n'y en a pas? Bon, malgré tout ça, et comme on va dans le couvre-feu dans quelques minutes, je vous souhaite à toutes et à tous quand même des bonnes fêtes de fin d'année, malgré les circonstances sanitaires. Et désolé, mais on ne peut même pas boire le verre de l'amitié comme on le fait tous les ans. Passez des bonnes fêtes. Merci à tous.